Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous voici arrivés à notre dernier thème du programme de chimie de deuxième année préparatoire. Et ce thème s'intitule l'électrochimie et il est constitué de deux chapitres. Le premier étant les diagrammes de Pourbet ou diagramme EPH. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais un petit peu cadrer notre propos, c'est-à-dire juste vous rappeler ce que nous avions, les thèmes que nous avions abordés depuis ce début d'année. Alors, vous vous souvenez qu'on avait commencé avec la cristallographie. À quoi a servi cette cristallographie? Entre autres, à décrire nos métaux ou nos alliages ou nos solides, donc ordonnés, qu'on va appeler cristal. Alors vous avez ici l'exemple de la pyrite de fer, c'est une pyrite, donc c'est un alliage brut tel qu'il est extrait des minerais. Alors qu'est-ce que c'est que cette pyrite? C'est du fer, bien sûr, mélangé avec du soufre. Donc si on regarde de près à l'échelle microscopique ce solide, nous allons voir que le fer, par exemple ici, ce sont les petites boules grises, donc l'atome de fer, constitue une maille cubique face centrée et le soufre occupe un site tétraédrique sur deux. Donc, la cristallographie nous a permis de donner une forme à nos métaux, nos solides, nos alliages, c'est-à-dire un mélange de plusieurs constituants, parce que la forme et donc qui est imposée par les liaisons entre ces atomes, eh bien, explique les caractéristiques mécaniques, les caractéristiques électriques, thermiques, etc., des matériaux que vous, en tant qu'ingénieur, serez appelé à utiliser pour, bien sûr, une application ou une autre. Ensuite, nous sommes passés à notre deuxième thème de la thermodynamique et plus précisément les changements d'état. Ici, je donne un exemple de changement d'état liquide-solide. Vous avez ici une fonderie. Donc, si je reprends toujours mon fer, hein, si on fait fondre le fer à l'état liquide, eh bien, nous allons premièrement pouvoir séparer, donc purifier un petit peu ce fer, donc obtenir un fer presque pur, et puis retravailler ce fer, soit en le mélangeant avec un autre métal pour en faire d'autres alliages, et aussi donner d'autres formes, comme ici, vous pouvez voir que vous avez ici des petits des cylindres creux pour des applications quelconques. Pour notre troisième thème, si on suit toujours le même fil conducteur concernant le fer, vous voyez ici par exemple un fer forgé, eh bien vous avez sûrement tous remarqué que lorsqu'on a un portail comme celui-ci, eh bien avec le temps, il va se corroder. Qu'est-ce que ça veut dire, la corrosion? Eh bien ça veut dire que ce sont des réactions électrochimiques. Donc nous allons, pour ce thème-ci, reprendre tout ce que vous avez vu sur l'électrochimie. Donc on va faire un petit rappel pour cette première séance, bien sûr vidéo, et pour la prochaine séance, eh bien nous allons étudier ce phénomène. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que ce matériau, eh bien, on le retrouve après quelque temps sous une autre forme qui n'est pas forcément, elle n'est ni esthétique, ce n'est pas beau, mais en plus, ça fragilise bien sûr votre portail, par exemple. Alors, je vais donc... Alors, si je prends un couple donné que je vais appeler OX1 RED1, c'est un couple redox. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un échange d'électrons entre ce couple et bien sûr un autre couple. C'est-à-dire que l'oxydant de ce couple est capable de capter un certain nombre d'électrons qui ne peuvent venir que d'un autre couple pour se transformer en RED.
Donc, ce que j'écris ici, c'est une demi-réaction redox, puisque ces électrons-là proviennent d'un autre couple. Donc, il y a un couple qui va capter ces électrons et l'autre couple, ben, il va jouer le rôle de donneur d'électrons. Donc, pour cette demi-réaction que j'écris dans ce sens, donc par convention, par facilité, je vais toujours écrire les réactions redox dans ce sens, et c'est ce qu'on fait en général. Donc, ox plus n électrons donne red. Vous avez dans le sens direct la réduction, dans le sens indirect l'oxydation. Et même si cette demi-réaction en elle-même n'existe pas toute seule, puisque pour qu'il y ait des électrons ici captés par cet oxydant, il faut bien qu'ils proviennent d'un autre couple. Mais pour cette demi-réaction, je peux quand même définir ce qu'on appelle un potentiel de Nernst ou potentiel redox, qui est donné en volts. Ce potentiel E, il est égal à quoi? Il est égal à potentiel de standard de ce couple. Qu'est-ce que c'est que le potentiel standard? Ces potentiels sont tabulés, on les connaît, on connaît pratiquement tous les potentiels de tous les couples. Ces potentiels sont donnés par rapport à un couple de référence. Donc vous l'avez bien compris, puisque ces électrons, eh bien, pour ce potentiel standard, ils vont être échangés entre ce couple de référence, H plus H2, pour lequel on choisit le potentiel standard égal à 0. Donc, par convention, le potentiel standard du couple H plus H2 gazeux est égal à 0. Donc, le potentiel d'un couple donné est égal à son potentiel standard, je répète, c'est-à-dire par rapport au couple standard H plus H2, moins Ft sur Nf, donc R c'est la constante des gaz parfaite, T c'est la température, N c'est bien entendu le nombre d'électrons échangés, et F c'est la constante de Faraday, log népérien de l'activité des produits, donc ici vous avez RED, à la puissance B, sur l'activité des réactifs, qui est ici l'oxydant à la puissance A, bien sûr, selon le coefficient stoichiométrique. Pour cette demi-réaction, nous pouvons aussi définir l'équilibre, à l'équilibre, c'est-à-dire delta G égale à 0, ce qui nous donne un delta G 0 standard qui est égal à moins NF potentiel standard. Donc N, c'est le nombre d'électrons et F, c'est la constante de Faraday. Donc pour cette demi-réaction, je peux tout à fait définir à l'équilibre un delta G standard. Alors bien sûr, delta G standard sur N, c'est une enthalpie, c'est la variation de l'enthalpie libre molaire. Ce n'est rien d'autre que le potentiel chimique de, bien sûr, pour cette demi-réaction. Donc, vous voyez ici la relation entre un potentiel chimique qui est donné en joules par mol et le potentiel redox standard qui est lui donné en volts. Entre les deux, vous avez la constante de Faraday. Alors, si je prends un autre couple, OX2, RED2, cette fois-ci, pour équilibrer la demi-réaction, alors nous allons venir tout à l'heure aux équilibres, eh bien, j'ai toujours OX plus N électrons donne RED, mais vous voyez ici apparaître de l'eau et les protons H+. Pourquoi? Pour équilibrer la demi-réaction. Donc, ça fera l'objet de pratiquement cette séquence vidéo, l'équilibrage des demi-réactions redox, qui est quelque chose d'extrêmement important. On va le voir. Tout simplement ici, c'est pour vous dire que si vous avez une demi-réaction écrite telle que vous le voyez ici, je peux aussi définir le potentiel redox de ce couple, qui est égal à quoi?
potentiel standard, donc du couple, par rapport au couple standard H plus H2 gazeux, moins RT sur NF2, log des produits, donc ici c'est l'activité de RAID à la puissance B', sur le produit des réactifs, mais ici vous avez, à part l'oxydant qui est le réactif, vous avez le proton et puis l'eau, bien sûr, on écrit le tout. De même, toujours de même, vous pouvez tout à fait, bien sûr, exprimer une enthalpie libre standard, delta de G, hein, et bien entendu un potentiel chimique qui est en relation avec le potentiel redox. Oups, ici j'ai oublié un F, hein, la constante de Faraday, bien sûr, elle est là, vous excuserez cette petite erreur. Très bien. Alors, résultat des courses, nous pouvons définir deux types, en fait, deux écritures possibles. Donc, la plus complète, c'est celle-là. C'est lorsque vous avez, à part le réducteur et l'oxydant, vous avez de l'eau et vous avez des protons qui apparaissent lors de l'équilibrage de la réaction. Et quelquefois, vous n'en avez pas besoin. La réaction est tout à fait équilibrée sans ces deux éléments. De toute façon, pour l'un comme pour l'autre, nous pouvons encore simplifier ces écritures. Pourquoi? Parce que la constante des gaz parfaits, nous la connaissons. La constante de Faraday, nous la connaissons. Et si en plus on travaille à température connue, qui est de 25 degrés, eh bien, RT sur F est tout à fait calculable. Alors, bien sûr, on a des conventions que nous allons considérer. La température, elle est de 25 degrés, 298 Kelvin. Donc, RT sur F, et qu'est-ce que c'est que ce 2,3? Eh bien, on va passer du log népérien au log dixième. On aime bien les logs dixièmes parce que ça simplifie les calculs. Donc, vous voyez apparaître ce 2,3. Alors, si vous faites vos calculs, vous allez retrouver la valeur de 0,058 plus précisément, ou 0,06. Donc, ceci va être transformé en moins 0,06 sur N1 log dixième de. Ici aussi, moins 0,06 sur N2 log dixième de. Alors, et les activités, ben, on a déjà vu cette question pour les potentiels, quand on a parlé des potentiels chimiques. Alors, je rappelle ici que pour les espèces solubles en solution, l'activité, c'est tout simplement la concentration de l'espèce sur la concentration standard étant de 1 mol par litre. Pour les activités du solvant et des espèces insolubles, donc c'est-à-dire les solides, eh bien, nous prendrons l'activité est égale à 1. Et pour les gaz, qu'est-ce qu'on prend? Eh bien, l'activité, c'est la pression partielle de l'espèce gazeuse sur la pression standard, qui est égale à 1. Et donc, si on utilise ces écritures, je vais, pour ce cas-ci, puisque c'est un cas général, on va dire que le RED1, OX1, RED2, OX2 sont des espèces solubles, et donc je vais pouvoir exprimer les potentiels redox de cette manière-ci. Donc ici, j'ai remplacé les activités par les concentrations, en supposant que les espèces sont des solutés. Ici, de même pour RED2 et OX2 par les concentrations. Bien sûr, l'activité de l'eau, on a dit que c'était égal à 1. Et l'activité de H+, c'est la concentration de H+. Et si vous faites quelques petites reformulations, vous allez vous retrouver avec moins log dixième de la concentration de H+. Vous allez voir apparaître, bien sûr, le pH, puisque moins log de la concentration de H+, c'est égal au pH. Donc, vous voyez que le potentiel redox s'exprime en fonction de quoi? En fonction des concentrations des espèces et du pH. Et voici l'objet de ce qu'on appelle les diagrammes de Pourbet ou le diagramme
pH. Donc, il s'agit pour nous de représenter l'évolution du potentiel redox pour chaque couple d'un couple donné en fonction du pH pour une température, bien sûr, de 25 degrés. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre 4 couples en exemple. Ça nous permettra d'équilibrer, de voir comment on équilibre correctement une demi-réaction. Une fois que c'est équilibré, on pourra exprimer E en fonction ou pas du pH et de tracer une petite portion de ces diagrammes. Alors, on y va. Je vais commencer par ce premier couple, donc l'étain SN4+, l'étain SN2+. Donc, il va s'agir pour l'élément atomique éteint, tracer le diagramme EPH de cet élément. La première chose à regarder, puisque le potentiel dépend du pH, c'est vrai, mais il dépend de la concentration de l'élément en solution. Si dans mon système fermé, je mets de l'étain dans une quantité donnée, par exemple, je vais mettre une quantité d'étain que je vais appeler SN total, par exemple 1 mol par litre d'étain. C'est ce qu'on appelle la concentration du tracé. Donc il faut bien fixer une concentration. Vous avez vu, et on va le voir aussi ici, que le potentiel dépend de la concentration. Alors, selon le potentiel et le pH, cet étain peut se trouver sous forme de SN4+, et sous forme de SN2+. Mais comme mon système est fermé, donc la quantité de matière ne bouge pas. J'ai toujours une mole d'étain. Mais cet étain peut être réparti en étain SN4+, et en étain SN2+. Par exemple, si je me retrouve ici, je peux avoir, par exemple, 0,8 mol d'étain SN4+, et 0,2 mol étain de SN2+. Le total est toujours 1 mol par litre d'étain. Si je me retrouve par exemple par ici, je peux avoir 0,9 mol d'étain SN2+, et 0,1 mol d'étain SN4+. L'essentiel, c'est que la somme soit toujours égale à 1, mais la répartition de l'étain entre SN4+, et SN2+, dépend, bien sûr, de l'endroit où vous êtes dans le diagramme. Alors, bien sûr, l'étain, le nombre de moles d'étain dans SN4+, c'est bien sûr le nombre de moles de SN4+. Si j'ai 0,8 mol d'étain sous forme de SN4+, ça veut dire que j'ai 0,8 mol d'étain SN4+. Si j'ai 0,2 mol d'étain sous forme de SN2+, ça veut dire que j'ai 0,2 mol d'étain SN2+. Donc vous voyez, j'ai additionné l'étain sous forme de SN4+, et l'étain sous forme de SN2+. D'accord? Et ça, la somme, c'est toujours la concentration du tracé. Bien, alors, première chose à faire, c'est d'équilibrer cette demi-réaction redox. Vérifions que c'est bien un couple redox. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'environnement électronique de l'étain ici n'est pas le même que l'environnement électronique de l'étain ici. Comment on le calcule? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le nombre d'oxydation. Le nombre d'oxydation de l'étain sous forme de SN4+, est égal à plus 4. Je vais vous montrer comment on fait ces calculs-là pour des espèces un peu plus complexes. Donc, pour l'instant, je vais vous le dire simplement. Donc ici, vous prenez, c'est 4 plus égale à X. X, c'est le nombre d'oxydation de SN. Et ici, 2 plus, la charge, est égale à X. Donc X, c'est le nombre d'oxydation de l'étain sous forme de SN2+. Donc vous avez un étain plus 4 et ici l'étain plus 2. On peut mettre plus ici. Les nombres d'oxydation s'écrivent en chiffres romains, s'il vous plaît. Donc, il va falloir vous habituer à écrire ces chiffres.
Vous voyez très bien que ce n'est pas la même chose. On va équilibrer tout ça avec quoi? Avec les électrons. Les électrons étant négatifs, donc je vais en rajouter combien ici? Je vais rajouter 2 électrons par étain. Donc il y a un échange. Ces étains, l'étain ici, dans ce couple, est capable de mettre en jeu 2 électrons par étain. Donc je vais rajouter ici 2 électrons pour bien sûr équilibrer l'environnement électronique pour que ça fasse plus 2 et plus 2. Ça, c'est la première étape. Donc, puisque vous voyez apparaître des électrons, c'est bien un couple redox dans lequel SN4+ est l'oxydant, SN2+ est le réducteur. La deuxième étape pour bien équilibrer une demi-réaction redox, ce sont les charges. Les charges à droite de l'équilibre et à gauche de l'équilibre. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai plus 4 moins 2, ça fait plus 2. Et ici, j'ai plus 2. Les charges sont équilibrées, pas de souci. Je ne fais rien. Je passe à la troisième et dernière étape. Il s'agit d'équilibrer les éléments. Donc ici, tout va bien. J'ai un SN ici, j'ai un SN là, je ne fais rien du tout. C'est bon, ma demi-équation redox est très bien équilibrée. Je peux écrire sans souci le potentiel de Nernst pour ce couple. Donc, c'est le potentiel est égal au potentiel standard moins 0,06 sur 2 électrons log du réducteur SN2+ sur l'oxydant SN4+, qui sont des espèces en solution. Bien, maintenant, je vais tracer, bien sûr, mon diagramme EPH et ce traçage ne peut se faire que, bien sûr, à l'équilibre. C'est-à-dire que à l'équilibre, donc à la frontière, j'ai l'étain sous forme SN4+ doit être égal à l'étain sous forme SN2+, et c'est égal à C tracé sur 2. Donc si j'ai 1 mol par litre, à la frontière entre, ici la frontière entre les espèces, j'ai autant d'étain sous forme de SN4+ que d'étain sous forme SN2+. Donc égal à 1 sur 2, 0,5 mol pour l'un et pour l'autre. Donc à l'équilibre, je reviens pour cela, vous pouvez revenir à votre demi-réaction. J'ai autant d'étain sous forme SN4+ que d'étain sous forme SN2+. Je peux donc écrire le potentiel à la frontière. D'accord? Donc ce potentiel, je vais remplacer par quoi? Puisque je suis à l'équilibre, à la frontière entre les deux, eh bien, vous écrivez que SN2+ égale à SN4+. Donc, vous allez simplifier ces deux concentrations et vous allez vous retrouver avec le potentiel égal au potentiel standard. Et c'est une constante par rapport au pH. Je vais tracer cette constante, ce potentiel standard. Ici, c'est la frontière. Ici, l'étain sous forme SN4+ égale à l'étain sous forme de SN2+. Mais au-dessus, si E est supérieur à E0, je ne suis plus à l'équilibre, donc je regarde ici, je ne suis plus à la frontière, hein, donc je regarde ici, si E est supérieur à E0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette entité est positive. J'ai un moins, c'est-à-dire que log des concentrations est négatif. Si log est négatif à l'intérieur, ça veut dire que SN4+ est supérieur à SN2+. Donc si E est supérieur à E0, vous êtes dans le domaine de SN4+. Et si E est inférieur à E0, vous êtes dans le domaine de SN2+. On appelle ces domaines les domaines de prédominance. Pourquoi? Parce que SN4+ est prédominant, mais ça ne veut pas dire que vous avez 0 en SN2+. Il n'y a pas de 0 ici.
C'est pas possible. C'est-à-dire que SN4+ est largement supérieur à SN2+. Si la concentration du tracé, c'est 1 mol d'étain par litre, ici, vous pouvez avoir 0,8 mol de SN4+, et 0,2 mol de SN2+. Plus vous vous éloignez vers le haut de cette frontière, plus SN4+ prédomine et SN2+ devient négligeable. Et c'est la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez que pour les diagrammes EPH, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est de bien équilibrer votre demi-réaction. Pourquoi? Pour bien écrire votre potentiel. Pourquoi? Pour pouvoir calculer ce potentiel à la frontière. Parce que on va tracer des frontières comme d'habitude, là où les deux éléments sont à égalité. Vous voyez, ce sont comme les frontières dans les diagrammes de phase. Dans les diagrammes de phase, quand vous êtes à une frontière, à une courbe, vous avez les deux phases qui coexistent. Ici, bien sûr, vous avez les deux espèces qui coexistent à la même quantité atomique. Donc Sn, il s'agit toujours de Sn. Sn sous forme de SN4+ égale à Sn sous forme de SN2+. Alors, pour mieux fixer les idées, je vais prendre un autre couple un peu plus compliqué cette fois-ci. Par exemple, voici le couple MnO4-, Mn2+. L'élément atomique qui nous intéresse, c'est le manganèse, Mn. Quelle est la concentration du tracé? Eh bien, la concentration du tracé, c'est le manganèse en solution totale, c'est-à-dire le manganèse sous forme de MnO4- et le manganèse sous forme de Mn2+. Mais il y a combien de manganèse dans MnO4-? Ils sont à égalité molaire. Si j'ai 1 mol ou 0,8 mol de manganèse sous forme de MnO4-, c'est-à-dire que j'ai 0,8 mol de MnO4-. Ils sont bien sûr à égalité mol à mol. Et le manganèse sous forme de Mn2+, veut dire c'est Mn2+. Bien, j'équilibre la demi-réaction, donc il s'agit de regarder l'environnement électronique de Mn dans cette espèce et de Mn dans cette espèce. Alors, comment je calcule le nombre d'oxydation? Eh bien, j'écris la charge de toute l'espèce, ici c'est -1, égale à quoi? Égale à x, je cherche le nombre d'oxydation de Mn, plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène, qui est pris égal à -2. L'oxygène est égal à -2, à moins que, bien sûr, c'est lui qui nous intéresse, c'est-à-dire que c'est lui qui va changer de nombre d'oxydation dans deux espèces différentes. Mais sinon, bien sûr, on ne peut pas avoir deux inconnus. Si votre manganèse est l'inconnu, eh bien l'oxygène est tout à fait connu et c'est toujours -2. Bien, donc ça vous fait le nombre d'oxydation du manganèse combien? Bien sûr, ça vous donne 7, plus 7 en chiffres romains. Et ici, plus 2 égale à x, donc c'est très simple, et le manganèse est ici, son nombre d'oxydation est plus 2. Eh bien, il y a combien d'échanges? Cette entité peut échanger combien d'électrons? 5 électrons, donc plus 7, il faut que j'en élimine 5 pour avoir l'égalité égale à 2. Donc, il y a 5 électrons possibles à échanger pour ce couple, plus 5 électrons. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, les charges. Donc, regardons ici, vous avez -5, -1, c'est -6 en chiffres arabes. Hein, les charges, c'est toujours en chiffres arabes. Et ici, plus 2. Ah, là, nous avons un problème. Au niveau des charges, il faut équilibrer ces charges. Vous équilibrerez toujours avec H+, ou H3 ou plus, si vous voulez. H+, c'est beaucoup plus simple. Hein. H+, et il en faut 8. Donc, -6 plus 8, ça fait plus 2. Toujours avec H+, lorsque nous allons tracer le diagramme EPH.
Troisième chose à faire pour bien équilibrer cette demi-réaction, bien entendu, ce sont les éléments. Donc on regarde, Mn, c'est correct. Par contre, j'ai de l'oxygène, j'ai de l'hydrogène de ce côté-ci et j'en ai pas de ce côté-là. Donc je vais devoir équilibrer avec quoi? Et bien entendu, avec le solvant qui est l'eau. Vous avez là une demi-réaction très bien équilibrée et vous pouvez écrire sans problème le potentiel redox de ce couple. C'est le potentiel standard, moins 0,06 sur 5 électrons échangés, log de Mn2+, la concentration, l'activité ici égale à 1, sur H plus à la puissance 8 et MnO4-. Bien sûr, si vous retravaillez ceci, donc H plus puissance 8, avec le log, vous pouvez en faire ressortir le pH et ça vous donne donc le potentiel standard moins 0,096 pH, parce qu'il y a le 8 ici, fois 0,06 sur 5, hein, moins 0,012, vous ne laissez que les manganèses. Puisque je vais tracer la frontière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai autant de Mn sous forme de MnO4- que de Mn sous forme de Mn2+, n'est-ce pas? Donc, à l'équilibre, à la frontière, vous avez les deux espèces sont à égalité. Donc, la concentration du tracé sur 2 est égale à MnO4- qui est égal à Mn2+. Donc ici, vous allez simplifier les deux. Vous allez avoir 0 de ce côté-ci. Et qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste que le potentiel du couple égal au potentiel standard moins 0,096. Et donc, c'est facile à tracer. C'est une droite, bien sûr, en fonction du pH, de pente négative. Voilà. Pour un pH égal à 0, si ça c'est 0,1, pour un pH égal à 0, E égale à E0. Et bien sûr, la pente est négative. Je ferai juste une petite remarque ici, s'il vous plaît. Le pH peut tout à fait être négatif, n'est-ce pas? Et le pH peut être tout à fait être supérieur même à 20. Ah, n'oubliez pas que le pH, c'est moins log de H+. Donc, ça dépend de la concentration de H+. Ce n'est pas, le pH n'est pas que compris entre 0 et 14. Hein. Bien. Alors, troisième couple. Bien sûr, avant de passer, vous l'avez compris, l'oxydant est en haut, tout le temps. Hein, l'oxydant est en haut, le réducteur est en bas, et ce sont des domaines de prédominance. Donc, ox, red. Alors, regardons donc le cas de I2 à que I-. Donc, vous voyez ici, on va rajouter la queue, excusez-moi, je n'aime pas. Je vais rajouter à queue, pourquoi? Parce que comme I2 n'est pas chargé, il faut qu'on vous fasse comprendre est-ce que I2 est un solide, est un gaz, ou bien une espèce en solution. Donc si je mets à queue, c'est que l'espèce est en solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration du tracé, c'est-à-dire le I, tous les I en solution, donne qu'il est possible d'avoir I sous forme de I2 et I sous forme de I-. Maintenant, il y a combien de I dans I2? Il y en a 2. Donc, le nombre de moles de I est égal à 2 fois le nombre de moles de I2. Alors que ici, dans I, bien sûr, il y a combien de I dans I-? C'est I-. Donc voici la relation, bien sûr, qu'on peut avoir de la concentration du tracé en fonction des I2 et des I-. Mais je vais revenir là-dessus, même si ce n'est pas très clair. Ça peut se clarifier beaucoup plus simplement si on passe à l'équilibrage de la demi-réaction. Alors, regardez, donc, comme d'habitude, nous allons regarder l'environnement électronique, c'est-à-dire le nombre d'oxydation de I ici et là. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? L'espèce n'est pas chargée, donc 0 égale à 2x, n'est-ce pas? Donc, x égale à 0. Et ici, moins 1 égale à x, donc x égale à moins 1. Alors, combien il y a possibilité d'échanger d'électrons? Ici, il y en a
un seul électron par iode à échanger pour ce couple. Mais comme il y a deux iodes, c'est-à-dire qu'on peut en échanger, bien sûr, deux électrons, puisqu'il y a deux iodes. Ensuite, deuxième étape, on va regarder les charges. Donc ici, vous avez -2, chiffre arabe, et de l'autre côté, vous avez -2, donc tout va bien, on ne fait rien du tout. Troisième étape, on va regarder si les éléments sont bien équilibrés de part et d'autre. Eh bien, tout va bien, on a deux iodes et deux iodes. C'est bien, la demi-réaction est bien équilibrée, je peux écrire sans problème l'expression du potentiel redox. Alors, vous voyez ici, n'oubliez pas que vous avez I- au carré sur I2. Alors, la frontière, maintenant, qu'est-ce que vous avez à la frontière? C'est-à-dire que le I sous forme de I2 est égal à I sous forme de I-, n'est-ce pas? I sous forme de I2 égale à I sous forme de I-. Et qu'est-ce que vous voyez? Le nombre de moles de I2 égale à quoi? Égale à la moitié du nombre de moles de I-. Ici, vous avez 1 I2 et là, vous avez 2 I-. Donc, le nombre de moles de I2 égale à 1 sur 2 le nombre de moles de I-. D'accord? I2 égale à 1 sur 2 I- ou bien 2 I2, c'est I-. Donc, il vous faut 2 I2 pour avoir ici 2 égale à 2. D'accord? Donc, 2 I2 égale à I- égale à C tracé sur 2. C'est ce que je vous avais raconté tout à l'heure. C'est-à-dire que I sous forme de I2 égale à I sous forme de I-. C'est ce que ça veut dire, ceci. I sous forme de I2 égale à I sous forme de I-. Donc, vous voyez pourquoi à chaque fois, je vous dis d'aller regarder votre demi-réaction et de regarder la relation entre vos éléments atomiques, puisque nous parlons de I. Donc, si à la frontière, je vais remplacer I- ici par quoi? Par C tracé sur 2, n'est-ce pas? Ça va vous donner C tracé sur 2, le tout à la puissance 2. Et I2, je vais la remplacer par C tracé sur 4. D'accord? Donc, je remplace ici C tracé sur 4. Si vous faites cela, eh bien, vous allez vous retrouver avec C tracé. Puisqu'ici, vous allez avoir C tracé au carré et en bas, c'est un C tracé uniquement. Donc, C tracé, la concentration va rester. Alors que pour les deux premiers cas de couple que nous avons vus ensemble, la concentration du tracé n'est pas du tout apparue dans l'expression des potentiels. Ce couple, la concentration du tracé reste, mais bien sûr, ce potentiel ne dépend pas du pH. Donc, vous allez pouvoir tout simplement, c'est la frontière, elle ne dépend pas du pH, mais cette verticale, cette horizontale, pardon, ne se trouve pas au potentiel standard. C'est le potentiel standard, moins 0,03 log de la concentration du tracé. Donc, si je change la concentration du tracé, cette frontière va donc diminuer ou augmenter, mais de toute façon, elle sera toujours à l'horizontale. L'oxydant est en haut, donc vous avez I2 à queue en haut, moins le réducteur en bas, et c'est des domaines de prédominance, puisque les espèces sont en solution. Dernier donc exemple, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, c'est I2 solide. Alors, qu'est-ce qui change? Bien sûr, la première chose qui va changer, c'est la concentration du tracé. Pourquoi? Parce que la concentration tracée, c'est I en solution totale. Or, dans ce cas, la seule espèce en solution, c'est I-. Donc, la concentration tracée, c'est la concentration de I-. Pour l'équilibrage de la demi-réaction, rien ne change, que ce soit un solide, gazeux, etc. Vous faites les mêmes étapes et donc, comme tout à l'heure, vous allez vous retrouver avec I2 égale à 2 plus 2 électrons égale à 2 I-. Bon, j'aurais pu écrire ici, bien sûr, I2 solide. Pour le potentiel redox, vous êtes d'accord que cette fois-ci,
vous allez avoir I- au carré, mais I2 étant un solide, donc son activité égale à 1, vous ne l'écrivez pas, vous n'avez que log de I- au carré. Alors, à la frontière, bah, c'est clair, à la frontière, la seule espèce en solution qui existe, c'est bien sûr les I-, uniquement I-, elle est toute seule. Donc, et I- est égal à C tracé, donc vous remplacez par C tracé au carré. Le 2, bien sûr, il part par ici. Et vous allez tout simplement tracer votre horizontale cette fois-ci comme tout à l'heure, sauf que ce n'est pas au même niveau, hein. Ici, vous avez moins 0,06 log de C du tracé. Alors, l'Occident est toujours en haut, I2 en haut, I- en bas, mais attention, I- est une espèce en solution. Je parlerai de domaine de prédominance, mais I2 est un solide, donc on ne parle pas de prédominance pour un solide, on parle d'un domaine d'existence parce qu'un solide, il existe ou il n'existe pas. Son activité égale à 1 tout le temps. S'il existe, son activité égale à 1. S'il n'existe pas, eh bien, il n'a pas d'activité, il est inexistant. Alors que I- est en solution, donc il prédomine par rapport à d'autres espèces. Donc, retenez que pour un solide, on parle de domaine d'existence. Pour un soluté, on parle de domaine de prédominance. Alors voilà, je crois qu'on a vu à peu près tous les cas. On a tracé des petits bouts de diagramme EPH pour différentes possibilités. Pour la prochaine séance, pour terminer ce cours de l'EPH, on va prendre un exemple qui est l'exemple du zinc et on va tracer le diagramme plus ou moins complet du zinc ensemble, mais ça sera pour la prochaine fois. Au revoir.